Bonsoir et bienvenue à tous. Le double scrutin s'est achevé depuis le 9 février dernier et les résultats des municipales sont connus. Pourtant, la polémique continue d'enfler sur la question de la participation à ce double scrutin. Si pour certains, le taux de participation a été, très faible au Cameroun et très souvent même dans d'autres démocraties, pas nettement important, et bien pour d'autres, un certain nombre de facteurs et même de conjonctures justifient le peu d'engouement des Camerounais aux élections législatives et municipales du 9 février dernier. Question, pouvait-on faire mieux en termes de taux de participation? Pourra-t-on faire mieux aux prochaines consultations électorales? Si oui, dans quelles conditions? Quels sont les chiffres ailleurs en Afrique et dans le monde? Ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 débat. Merci, madame, messieurs, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 débat ce soir, professeur Charles Ngadifna, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. Merci bien. Je voudrais renouveler mes amitiés à vos téléspectateurs qui graduellement sont de plus en plus nombreux. Je voudrais également rendre hommage aux autres membres du panel avec lesquels nous allons croiser le verbe sur la problématique que vous avez bien choisie. Et je suis encore flatté de faire partie de votre rentrée post-électorale. Merci, professeur Charles Ngadifna, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes sociopolitiste et vous êtes enseignant à l'université de Douala. Merci également à vous d'être venu, professeur Emmanuel Tuncha, bonsoir. Bonsoir Duval. C'est toujours un plaisir pour moi de venir discuter avec vous et avec les panélistes sur notre histoire commune, sur notre vivre ensemble et sur ce qu'on appelle la politique dans ce pays. Merci, professeur Emmanuel Tunchoa. Vous êtes historien, vous êtes enseignant à la faculté de lettres et sciences humaines au département d'histoire, bien évidemment, à l'université de Douala. Merci également à vous d'être venu, docteur Joël Raphaël Ouansi. Bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de partager avec d'autres scientifiques des problématiques sur des questions telles que la participation, la compétitivité électorale au Cameroun. Et l'expérience que nous avons eue des autres États va nous permettre ici sur le plateau d'avoir une analyse comparative afin de comprendre certains phénomènes ou bien certaines questions qui minent notre démocratie. Merci Joël Raphaël Ouansi d'être là. Vous êtes enseignant de droit, en tout cas vous êtes juriste, internationaliste. Merci également d'être venu sur ce plateau. Philippe Nanga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordonnateur d'une ONG Un Monde Avenir, une ONG, organisation non gouvernementale qui travaille sur les questions de citoyenneté, de démocratie, des droits de l'homme de façon globale et donc de facto des questions en rapport avec les élections. Oui, c'est ça. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là, à donner le point de vue de la société civile, partager notre regard sur ces questions-là qui ont un impact fort sur la quotidienneté des citoyens. Donc c'est toujours pour moi un plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir apporter ce que nous avons comme éclairage sur ces questions. Vous avez la parole, vous la gardez, Philippe Nanga. Au cours du dernier scrutin, vous avez, comme d'ailleurs pour toutes les autres élections au Cameroun, déployé des observateurs partout sur le territoire national. Selon les premières indications que vous avez, selon les informations de première main que vous avez et que d'ailleurs vous avez commencé à diffuser à travers une première mouture de rapport que vous avez rendu public, est-ce qu'il est établi aujourd'hui que la participation à ce double scrutin a été effectivement très faible? Oui, incontestable. Si on fait une comparaison avec les échéances passées, nous avons commencé à suivre les élections en 2017. Si nous faisons une comparaison, on voit très bien que la participation cette année est assez faible. Peut-être moins faible que 2011, mais sauf qu'on n'a pas les mêmes, j'allais dire causes, même causes. Parce qu'en 2011, on avait quand même une participation extrêmement faible, peut-être un peu plus faible que cette année, mais sauf que là, c'était dû à l'organisation matérielle
de cette élection-là, l'élection présidentielle 2011, où il y avait beaucoup de personnes qui ne retrouvaient pas leur bureau de vote, et les CAM faisaient ses premiers pas, et donc les présidents de bureau de vote qui cherchaient leur bureau sans retrouver, donc les gens se baladaient, et je me souviens que cette année-là, nous avions identifié un bureau de vote où le premier électeur était arrivé à 16h, c'était à Bonabéry, voilà, à 16h. Donc c'est à 16h que le premier électeur était rentré pour accomplir son devoir ce jour. C'était vraiment un problème d'organisation. Ce n'était pas parce que les gens, il y avait du monde à l'extérieur, les gens voulaient vraiment participer, mais ne retrouvaient pas leur centre de vote ou leur bureau de vote. C'était vraiment catastrophe. En dehors de ce cas précis spécifique, cette année, on a par contre vu l'absence, n'est-ce pas, des électeurs dehors, comme on dit. Autour des bureaux de vote. Voilà. D'ailleurs, nous avons un cas qui nous a marqué, c'est le centre de vote du lycée de Makepe, où à 18h15, les commissions locales cherchaient les scrutateurs. Donc il n'y avait personne à l'extérieur. Donc ils sortaient pour regarder. Donc quand ils attrapaient une, deux personnes, ils faisaient entrer. Et il y a des bureaux où il n'y avait pas du tout de scrutateurs, donc il n'y avait que la commission parce que tout le monde était parti. 18h15. Ça veut dire que le vote était clôturé. Oui, donc pour vous dire que ça c'est une première, on n'avait jamais vu ça avant, qu'on cherche. Depuis quelque temps, à 18h, il y a plein de monde autour des bureaux de vote. On a vu en 2018, il y avait plein de monde qui abondait, les gens voulaient entrer, d'autres à l'extérieur, il y avait les téléphones qui filmaient, mais là, ce cas précis, on a fait une vidéo en direct, il n'y avait pas du monde. C'était comme s'il n'y avait pas élection. Donc ça, c'est pour dire l'absence des électeurs sur place. Et ce qui est frappant cette année, spécifique pour démontrer cette faible participation, c'est les régions du sud, du Grand Nord et de l'Est. Très souvent, les taux de participation au littoral, en tout cas dans les grandes villes, ça tourne souvent autour de 40-50%. On ne dépasse pas souvent 50%. Mais au sud, on est souvent dans les 100%, 95%, 98%. Mais cette année, je peux vous garantir, selon nos informations, les informations reçues du terrain par nos observateurs, même là-bas, on a atteint à certains endroits, n'est-ce pas, les taux de participation de 40%, à des endroits où vous allez voir à 100%, nous avons eu comme information, c'est qu'on a gonflé les chiffres. On a eu des témoignages des gens qui étaient présents, donc on a gonflé les chiffres. On a normalement aucun bureau n'a pu faire 100%. On a dû gonfler les chiffres à certains endroits parce que, évidemment, les élites qui étaient là étaient très embêtées de venir à 18 ans et de trouver qu'on était à 40-50% de taux de participation. Ils étaient obligés donc de gonfler les chiffres. On a eu le cas. Par contre, si vous regardez les chiffres, même officiels de Kribi, vous allez voir que c'est faible. On est autour de 40%. Mais nos informations là-bas nous montrent qu'ils étaient à 20-25% dans certains centres de vote à Kribi. Donc, à l'Est, c'est pareil. Dans le Grand Nord, où on a souvent explosé, on est resté sur autour de 60, 50%, 40%. Donc, mais ça c'est grave. Hein. Philippe Langa parle de gonfler les chiffres. Cela signifie qu'il y a des gens qui ont pris sur eux de manipuler les procès-verbaux ou je sais pas. Ça ne manque pas, c'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau. Sauf que cette année, c'était pas pour faire gagner un candidat, c'était pour augmenter le taux de participation. C'est ça la particularité de cette année. Souvent, on le fait pour faire gagner un candidat, mais cette année, c'était pour augmenter, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des centres de vote où c'était le RDPC, je peux le dire, qui était là à 100%, il n'y a pas de concurrent. Mais vous savez, les élites à des endroits veulent absolument montrer qu'il y a de l'engouement, il y a de la participation. À Yabassi, par exemple, j'oublie le nom du petit village qui a à peine une cinquantaine de personnes, mais vous allez voir que le nombre de votants là-bas dépasse 200. C'est à peu près 260 personnes. On a vu des charters, donc c'est visible. Donc les bus qui sont venus de Douala pour aller en direction de Yabassi, où les gens d'une camp plutôt, où les gens ont voté. Donc, parce que, et là, c'est pas qu'il y avait la concurrence, c'est simplement parce qu'il fallait augmenter, n'est-ce pas, le taux de participation. Donc,
je vous dis, quand nous faisons notre première observation, on peut, d'ailleurs, c'est une situation qu'on avait prédit. Oui, on reviendra là-dessus. Je voudrais quand même rappeler, Philippe Nanga, que vous avez déployé des observateurs électoraux dans au moins 8 des 10 régions du Cameroun. Nous avons déployé 1250 à la fin, oui, observateurs dans les 10 régions, dans 47 départements. D'accord. Donc, nous étions présents dans 215 communes. Okay. Sur les 360. D'accord. Professeur Charles Gadivna, quel peut être l'enjeu? Je veux dire, lorsqu'on écoute Philippe Nanga, on a le sentiment qu'au-delà de la bataille pour la conquête des sièges, il y avait une autre bataille qui était celle de la participation à ces élections, au point où on en vient à pratiquement manipuler des PV pour obtenir des taux de participation acceptables. Ça paraît quand même... Je crois que l'analyse, de mon point de vue, est assez simple parce que l'élection, en fait, est le nœud thyroïdien de la crédibilité, de la validité d'un gouvernement. C'est-à-dire que si vous êtes élu à un grand pourcentage, ça veut dire que vous n'êtes pas en crise d'affection. Donc, il est de bon ton qu'on soit tenté de vernir, par exemple, les chiffres. Je ne le reconforte pas dans sa position puisque je n'ai pas été observateur. Mais la tendance à gonfler les chiffres donne en fait une possibilité, une crédibilité à l'élection en tant que telle, du moment où l'élection joue le rôle de systole et de diastole. Mais d'un point de vue assez scientifique, je crois qu'il est difficile de faire certaines affirmations qui peuvent se révéler être péremptoires. Parce que le pourcentage de c'est quoi? Si dans un bureau de vote, il y a peut-être 50 qui sont inscrits. Alors, la base de calcul, c'est la base de ceux qui sont inscrits. C'est-à-dire que si sur les 50 arrivent, on peut conclure à un pourcentage de 100%. Mais par contre, le schéma de dire qu'il y avait peut-être 50 et que 200 sont venus, je crois que ça change un peu la donne. De deux choses l'une. Soit l'analyse la plus logique ne devrait plus être celle que ce n'est pas pour favoriser un candidat, parce que dans tous les cas, quand on vote, c'est quand même pour un candidat. Donc, le fait qu'il y ait des charters, il faudrait qu'on soit logique dans les affirmations. Ça veut dire qu'il y a un coup de pouce qu'on donne quelque part à un parti, parce que ça ne saurait modifier, puisque si les 50 ont déjà voté, ça ne saurait modifier, sauf si cela vienne en substitution de ceux qui devraient normalement voter. Mais en tout état de cause, une élection que vous gagnez à 80 à 90% n'est pas celle que vous gagnez avec un score, un pourcentage de relativité. Mais toujours est-il, et il reste constant que l'abstention constitue en fait un désintérêt au jeu, une vacuité, je crois, d'intérêt, une démotivation, ou alors simplement l'impression qu'on a que c'est juste une parodie électorale et il ne vaille pas la peine d'y participer. Philippe Nanga, peut-être pour qu'on se comprenne mieux, il apparaît, et c'est peut-être le professeur Charles Gadivna qui attire notre attention là-dessus, que là on serait donc sur deux schémas ou sur deux raisons différentes. Parce que dans le cas d'une CAM que vous avez évoqué pour sortir de votre analyse, on voit bien que si on parle de charter, on devrait plus limiter l'analyse à l'augmentation du taux de participation, mais davantage à une sorte de manipulation, de fraude en faveur d'un candidat, à la différence peut-être des autres régions où on a peut-être un parti qui est seul en compétition et où on augmente effectivement le taux de participation. Il y a peut-être quelque chose à voir de façon plus claire là, dans cette analyse-là. Non, justement, dans cette partie-là, il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas, en tout cas, le risque pour le parti au pouvoir de perdre. Non. En fait, c'est un enjeu pour les élites. Okay. C'est un enjeu pour les élites de montrer qu'il y a de l'adhésion. Hein. De montrer qu'il y a de l'adhésion. Donc, c'est fait dans ce but-là. Dans les régions du sud ou de l'est où on a vu cette tentative ou bien ces actions de gonflement de chiffres, c'était pas pour favoriser un candidat, non, c'était simplement pour augmenter. Dans le CAM, en fait, c'est des choses qui sont faites, qui sont préparées à l'avance. Hein.
c'est pas qu'on a augmenté ce jour. C'est pas qu'on a augmenté ce jour. Par contre, les informations que nous avons eues dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, là c'est autre chose. Où, selon nos observateurs là-bas, plusieurs personnes, notamment l'armée, auraient voté plusieurs fois. Là c'est autre chose. Mais le cas d'une CAM, c'est des gens qui étaient déjà dans la liste, mais en réalité, ça veut dire c'est des gens qui viennent d'une autre localité de Douala pour aller là-bas. Question de gonfler le nombre. Alors que dans ce village-là, vous n'avez pas ce nombre de personnes. Ça aussi, vous pouvez le vérifier. Si vous scrutez, vous analysez de façon fine l'électorat de Douala 6e, vous allez faire le même constat. Non, je ne voudrais pas vous couper, Philippe, mais je crois que peut-être que nous ne nous entendons pas bien. Parce qu'en principe, le principe des élections, c'est que quand vous votez dans un village, je crois que c'est une circonscription. Ça veut dire que les voix sont déportées, par exemple, 2 arrondissements se partagent peut-être les 2 sièges, ainsi de suite et autres. Ça veut dire que si vous votez à un quartier de Yabassi, ça peut renforcer le parti politique pour lequel vous votez, parce que ce n'est pas de toute façon des bulletins nuls qu'ils vont déposer. Donc, dans tous les cas, il y a une fraude quelque part si nous allons dans cette logique, puisque les voix du quartier 7 de Yabassi peuvent renforcer le chiffre global. Donc, je crois que c'est fait intentionnellement. Maintenant, en parlant d'expérience des élections, en principe, si cela se passe exactement comme vous le décrivez, ça veut dire qu'en principe, ce sont des villages ciblés où la réfraction ou le désintérêt est connu. Et on sait que ceux-là n'iront pas au vote et il faut bien combler quelque part pour essayer de sous-peser. Donc, en principe, pour rester logique à votre raisonnement, c'est une logique de fraude électorale, puisque c'est en termes de village électoral que le système fonctionne. Mais je voudrais prendre le recul, je reste sur seulement la rationalité de votre raisonnement, donc je n'affirme pas que c'est ça qui s'est passé, mais je sais que dans des approches, dans des grilles de fraude électorale, c'est en fait comme ça que ça se passe. Et on le justifie légitimement par le fait que vous pouvez être à Douala, peut-être vous êtes enseignant ou bien vous prétendez travailler là-bas, c'est-à-dire qu'il y a en fait la dimension, la fluctuation des listes, parce que vous pouvez être natif de Yabassi, mais vous êtes peut-être enseignant au lycée de Yagua, mais vous êtes inscrit là-bas. Ça veut dire que vous pouvez voter. Ou bien vous êtes simplement un fonctionnaire de la zone, vous êtes inscrit, mais après vous avez peut-être été affecté, vous revenez. Donc, je crois que c'est une manœuvre qui participe des marges de rouages, des techniques de fraude. Bien entendu, non, ça c'est clair. J'ai fait référence à Douala 6 où ça peut se vérifier ce cas précis, parce que Douala 6 en réalité fait partie de Voré Centre. Oui, Douala 1er et Douala 6 constituent donc la circonscription électorale. Oui, donc là-bas, la tendance là-bas, c'est justement d'augmenter, n'est-ce pas, le nombre de participations, parce que c'est difficile pour tous les concurrents d'y accéder et de contrôler. Et donc du coup, là-bas, on a tendance à augmenter à chaque fois pour combler le vide, les pertes qu'on peut avoir à Douala 1er. Donc ça rejoint l'analyse qu'il fait de cette... Mais je voulais quand même savoir, si dans un bureau de vote, il y a 50 inscrits, est-ce qu'on peut aller au-delà de 50 inscrits? Par contre, ça s'est vu, hein, ça s'est vu dans... Parce que si on va au-delà de 50 inscrits, ça peut poser un problème de pourcentage, n'est-ce pas? Non, je crois que dans des mauvaises intentions, c'est effectivement ce que je soulevais. Ça veut dire qu'en principe, c'est un faux ou une machination qui a été bien orchestrée. Vous comprendrez donc officiellement, peut-être c'est 150, mais peut-être l'instance chargée de l'organisation dispose d'un autre fichier, puisqu'ils viennent voter quand même sur un support physique. Ça veut dire qu'il faudrait voir l'orchestration un peu plus haut. Donc, il y a peut-être des bureaux qui ne sont pas officiellement déclarés, mais le fichier est préparé parce que vous n'oubliez pas qu'en matière d'élection, il y a ce qu'on appelle le fief électoral. Vous pouvez être convaincu que à Fumban, c'est un exemple peut-être concret. À Fumban Centre, il est difficile, par exemple, pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de gagner. Bon, on peut, si on veut donc rentrer dans l'approche de la fraude électorale, mais avoir des personnes, ça dit acquis à la cause, des charters qui viennent
qui ont leur bureau fictif, qui ont leur zone, et même la question des bureaux de vote. Il y en a combien? C'est l'instance en charge de l'élection qui seule sait. Donc quand ils viennent, en principe, ils viennent remplir une salle besogne qui est connue. Donc, mais cette question, ils ne votent pas sur la question sur les 50. C'est une question naïve. Si vous regardez la requête du parti Univers, oui. Adama porte justement sur l'augmentation, le gonflement, n'est-ce pas, du nombre de votants à travers une liste additive qui a été déposée par Elecam et comportant les noms des militaires et gendarmes, soi-disant en mission. Et là, je crois que c'est 380 personnes qu'ils ont dénombré. Donc c'est une liste qui a circulé pour dire non, ils sont en mission et donc ils doivent voter. Donc vous voyez que antérieurement, on a le fichier qui indique un nombre de personnes, mais ce jour-là, on vous amène une liste de personnes dont on vous dit qu'ils ont le droit de voter parce qu'ils sont en mission. C'est la technique qu'on utilise pour gonfler, n'est-ce pas, le nombre de participants. Donc, vous avez donc un fichier à l'origine, mais qui est augmenté par des gens, donc on vous dira qu'ils sont en mission. On l'a vu même ici à Douala. Donc, cette tentative d'augmenter ça, on le fait même dans les grandes villes. Après, vous allez voir, on va vous dire, vous arrivez, on va vous dire, non, c'est les membres de la commission. Mais on rajoute des noms au BIC. On l'a vu ici à Douala, on rajoute les noms au BIC. Après, on vous dit, non, c'est les membres de la commission. Si vous n'êtes pas vigilant, vous validez, mais en réalité, c'est pas les membres de la commission, c'est d'autres personnes qu'on rajoute au BIC. Après, ça augmente le nombre de participants, mais ça augmente le nombre de votants en faveur d'un candidat. Docteur Moissi, l'expérience que vous avez des autres pays où on organise aussi des élections, des consultations électorales, que ce soit pour la présidentielle ou des élections locales comme les législatives municipales, est-ce que c'est des enjeux, est-ce que pour vous, c'est des questions qui ont un enjeu particulier? La question de la participation. La question de la participation est un enjeu particulier pour certains pays d'Afrique de l'Ouest que j'ai visités, où j'ai suivi les élections. Nous avons constaté que lorsque les électeurs sont rassurés sur le caractère compétitif de l'élection, ou bien lorsque les élections sont contrôlées, supervisées et organisées par des organismes internationaux spécialisés, qui se sont spécialisés dans ce genre d'activité, la participation est toujours plus élevée. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle qui a... La guerre. Oui, avant la guerre, n'est-ce pas? Oui, qui a précédé la guerre. Les Nations Unies, c'est-à-dire il y a eu les Nations Unies qui ont organisé les élections. Les gens oublient souvent ça, que ce sont les Nations Unies qui ont organisé les élections en Côte d'Ivoire. Avant la guerre. Avant la guerre. Et cette organisation, par une organisation qui se disait neutre par rapport au conflit ivoirien, cela a attiré l'électorat. Ça a été très attractif pour les électeurs, parce qu'il y a eu une phase qui était l'identification des électeurs. Après l'identification des électeurs, on a publié des premières listes où ceux qui devaient voter se sont reconnus. C'est après ça qu'on est passé maintenant au véritable fichier électoral. Donc ces deux phases ont été beaucoup plus attractives pour les électeurs. Mais malheureusement, comme je vous le dis, ce qui compte ici, lorsqu'on parle d'élection dans ces pays, dans nos pays francophones, c'est le caractère normatif de l'élection. C'est-à-dire, quand je parle de caractère normatif ici, c'est l'ensemble des règles qui régissent l'élection. Quand l'ensemble des règles qui régissent l'élection sont suffisamment consensuelles, les gens partagent le plaisir même d'aller voter. Tout cet ensemble de règles crée autour de l'élection une forme de compétitivité électorale. Et c'est cette compétitivité électorale qui donne son caractère légitime ou bien légal. Professeur Emmanuel, je voudrais peut-être, avant de revenir sur votre avis sur la question, faire quand même une virgule sur la réaction de Dr. Wansi tout à l'heure, parce qu'il a semblé souligner
le fait que lorsque ce sont les organisations internationales, genre ONU, qui organisent des élections, il y a une marge de crédibilité beaucoup plus importante qui rassure les électeurs qui se rendent massivement aux urnes. Et du coup, ça m'a fait penser au plébiscite du 11 février 1961, justement organisé par l'ONU, mais qui a été une catastrophe, puisque on se souvient quand même que le président Ahidjo et d'autres membres de son gouvernement avaient trouvé que ces élections, il y a eu de graves fraudes au cours de cette élection. Oui, mais ils avaient été déboutés par le tribunal. Le Cameroun avait porté l'affaire devant la cour La Haye, avait été débouté. Donc moi je pense aussi qu'il faut éviter le discours politique. Moi ce que je veux dire c'est que pour moi les élections, la difficulté au Cameroun aujourd'hui, c'est de penser la politique. C'est-à-dire penser notre vivre ensemble, comment on s'organise. De tout temps, la politique chez nous a été une technique pour conserver le pouvoir. Une technique pour choisir ce qu'ils appellent, les Français appellent les interlocuteurs valables. C'est-à-dire les personnes avec qui je veux parler. Non plus pas une technique pour bâtir notre vivre ensemble. Notre bâtir qu'un arrêt entre deux. Alors, si vous regardez bien, un jour j'ai dit ici que le malheur du Cameroun sous l'administration française, c'est qu'on n'a jamais eu des élections démocratiques, jusqu'aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas des anglophones. Il faut le dire, ça c'est vrai, on n'a jamais eu. Parce que quoi, si vous prenez les premières élections de 1948, quand nous choisissions les représentants du Cameroun à l'Assemblée française. Non, pas l'Assemblée, c'était la constituante. Ok. Si vous voyez comment on a fabriqué les électeurs, on a fabriqué les élections, de telle sorte que ceux qui devaient être choisis soient ceux que la France voulait qu'ils soient choisis. Et ça a été toujours comme ça. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas parler d'élections. On ne parle pas de politique, nous sommes presque en plein barbarie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est les élections, si on faut porter des gens pour aller voter, on va gonfler les chiffres ici, fabriquer. Alors, finalement, le citoyen ne se retrouve pas dedans. Ne se retrouvant pas dedans, dans cette forme de sauce bizarre, il s'abstient. Et si vous regardez au Cameroun, ce n'est pas seulement l'abstention, c'est le fait même de désintérêt. Nous sommes un pays de 25 millions, 30 millions d'habitants. Il y a 6 millions sur le fichier électoral. Normalement, on devait avoir au moins 10 millions de Camerounais inscrits sur les listes. Mais les 4 millions ne viennent pas s'inscrire. Pourquoi? Parce que ça ne leur dit rien. Ils se disent que la politique, c'est la source des bandits. C'est une association d'escroquerie. Et quand on l'enrôle de toutes les pratiques vicieuses là, les gens s'en désintéressent. Moi, je pense que c'est d'abord ça. C'est-à-dire que quel est le cœur de l'organisation politique que nous voulons mettre en place dans ce pays? Si c'est pour continuer ce qu'on a eu depuis les Français, on va toujours, chaque jour, les gens vont dire, bon, allez faire vos choses là, ça ne nous intéresse pas. Et de deux encore, et vous vous souvenez qu'à un moment donné, nous venons d'une situation, peut-être ceux qui sont jeunes, mais on ne faut pas parler de politique au Cameroun. Hein, ça veut dire que penser en politique, c'était un crime, on devait aller en prison. Avoir l'intention de vouloir créer un parti politique, vous mettez la prison. Donc, tout ce background, il ne faut pas oublier. C'est tout ça qui permet, qui dit aux gens, bon, vraiment, c'est la même chose. J'ai un voisin qui disait même pareil. Si vous dites comme au quartier. Donc, oui, c'est la même chose. Donc, oui, si nous voulons construire, ce n'est pas avec ça. Les élections, je ne veux pas construire le pays, ne pas construire l'avenir. C'est une technique pour conserver le pouvoir. Mais en vous écoutant et avec ces références historiques que vous donnez, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est une décision. C'est une décision, c'est un choix. Si vous regardez bien les élections, je vous dis, par exemple, chez nous, vous savez que c'est à partir de 1957 qu'il y a eu le suffrage universel direct. Vous êtes d'accord avec nous? Hein? C'est-à-dire, depuis, c'était en 1948, c'était 38 000 Camerounais sur 3 millions qui avaient droit au vote. On appelait ça les personnes assimilées. Non, pas les assimilées, c'était les personnes avec des personnes qui avaient été élevées. Il fallait apprendre à savoir lire, écrire, savoir ceci. Et les assimilés qui font assimiler la culture française, mais pas les affinités de gauche, parce qu'ils faisaient tout pour empêcher les syndicats d'être inscrits. Même ils faisaient tout pour chasser les syndicats. Donc, ils ont choisi des personnes qui pensent pouvoir conduire la politique française. Une sorte d'intouchable. Oui, ils ont fabriqué, et on a fabriqué, continué à fabriquer des gens qu'on pense être bien, qui pensent qu'ils ne peuvent pas nous causer des problèmes. On donne bon, si quelqu'un, et on a structurer notre politique autour de ça. Ce n'est pas la politique.
Mais ce n'est pas la politique. Docteur Anssi, vous vouliez revenir peut-être oui, sur il pose un sérieux problème qui est celui de l'histoire des institutions politiques du Cameroun. Et dans ces institutions politiques, les institutions qui régissent le vote. Il est parti de 1948. Je voulais aussi arriver jusqu'à la loi cadre en 1956. Je voulais aussi arriver jusqu'à 46. 46. Je voulais à la loi cadre. Je voulais aussi arriver à la communauté française de 1958. S'il faut parler des pays qui y ont participé. En fait, nous avons hérité du boulet de l'injustice coloniale et de la tricherie coloniale, du vol colonial qui nous empêche, nous, aujourd'hui, que nous traînons comme notre passé, qui nous empêche de nous libérer de certains comportements, qui étaient des comportements du colon, qui avaient pour objectif de garder le contrôle économique de l'État. Aujourd'hui, on veut garder le contrôle du pouvoir. Donc, les citoyens ne sont pas suffisamment libérés. De sorte, et ils ne sont pas libérés en ce sens qu'ils n'ont même pas reçu de formation. Parce qu'en fait, il faut une formation politique pour comprendre le vote. Certains partis historiques, dans les années 50, avaient formé des militants dans ce sens. Mais ces militants ont été considérés par le pouvoir colonial comme étant des maquisards, des rebelles et traqués. Donc, nous héritons de ça. Mais s'il faut parler après les indépendants... Mais ce lot héritage colonial dont vous parlez, docteur Anssi, on a le sentiment que cela a été géré différemment dans les régions francophones. Peut-être que le comportement des pays de l'ancienne Afrique équatoriale française n'est pas forcément le même avec les pays de l'AOF. Parce que très souvent, lorsqu'on fait la comparaison, on a le sentiment qu'en Afrique de l'Ouest, ça pousse un peu plus rapidement. Ça pousse, vous avez cette impression... Pourtant, l'héritage colonial est pratiquement... Vous avez l'impression que ça pousse... Oui, c'est une impression. J'arrive. Lorsque vous dites que ça pousse beaucoup plus rapidement, ça dépend des intérêts en présence. Voilà. L'Afrique centrale, l'Afrique centrale est un espace très riche, très convoité par des grandes puissances, notamment la France. Le Bénin ne représente rien par rapport au Cameroun. Le Sénégal ne représente rien en termes de puissance régionale. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas aux élections dans ces pays. Il y a des pays qui sont des véritables laboratoires de la néocolonisation. Le cas du Togo, le cas de la Côte d'Ivoire. Je vous dis que pour que on atteigne les 70% de la Côte d'Ivoire, il a fallu que l'ONUCI, l'Organisation des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, s'organise pour préparer les élections, pour qu'il y ait suffisamment de compétitivité pour faire participer les Ivoiriens à cette élection. Mais des pays comme le Gabon, des pays comme le Cameroun, des pays comme la Centrafrique sont à la traîne en matière d'élection. On ne peut pas le nier du moins. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Ce n'est pas seulement la France. Oui. Il va aussi de l'élite qui a remplacé les Français. Ce n'est pas toujours la France. Parce que quand vous dites comme ça, on a l'impression qu'il y a une forme de malédiction francophone. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a les intérêts en Afrique centrale, sont des intérêts énormes, le pétrole et tout ça. Mais il y a aussi de ceux qui ont remplacé les Français. Exactement. Parce que j'ai l'impression... Comme disait Mongo Betty, c'est que, par exemple, au Cameroun, Aïdjo s'est comporté comme un sultan ou un lamido, et il a créé une forme de lamida au Cameroun, et ceux qui l'ont suivi ont porté l'habit de lamido. Donc, ce qui fait que l'autre, et ensuite, notre lutte armée, nous sommes le seul pays en Afrique francophone, noir, à avoir pris les armes. C'est que les autres n'ont pas connu. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin n'ont pas connu la guerre. Nous avons connu la guerre d'indépendance jusqu'en 1971. Ce qui fait que tous ces facteurs-là ont changé la donne chez nous.
ont donné une forme de singularité à notre histoire nationale. Mais il ne faut pas oublier ça. Donc, pour moi, ce n'est pas seulement la France. Il faut penser que la France, c'est aussi nous-mêmes, une partie de notre élite, une partie de nous-mêmes, de notre histoire commune qui a fait que nous pouvons avoir ce forme de comportement politique. Donc, la gestion de l'indépendance, professeur Gazifna, comme élément et qui peut avoir influencé les comportements, ça et là, et ce lourd héritage colonial qui impacte fondamentalement les institutions, en tout cas l'organisation ou la conception de l'élection dans notre pays. Je crois que l'argument me semble quand même être léger de vouloir tout justifier par les oripeaux de la colonisation. Je crois que nous portons les stigmates de la colonisation, ça c'est certain. Donc il y a certaines de nos conduites qui sont structurées par notre passé colonial. Oui, mais je crois que ça ne doit pas être une malédiction parce qu'il y a quand même des générations qui sont passées. Je crois véritablement, j'ai cru entendre tout à l'heure que le cas du Bénin, peut-être c'est léger, ainsi de suite et autres, mais le du Bénin. Je crois que véritablement le problème se pose en termes de socialisation politique et de culture politique. Voici ce qui se passe en réalité. Là, je le dis de l'autorité, je crois, des recherches doctorales sur la question. Le Cameroun, particulièrement, est entré dans un vice de strangulation alimentaire. C'est-à-dire que chacun de nous est structuré par le fait que demain, si je n'ai pas ce poste, je ne peux pas travailler. Ou bien si je perds ce poste, je n'aurai pas. Donc, on est tenu par cette difficulté où vous êtes obligé, que vous le voulez ou pas, de rentrer dans le créneau pour protéger le peu que vous avez. Quand vous regardez la famille qui a derrière vous et autres, vous vous contentez du peu. Ou bien quand vous êtes dans une position qui vous permet un accès au gâteau, vous la consolidez davantage. Et ceux qui aspirent également à ce bonheur, soit c'est de l'autoflagellation, soit c'est la contre-déblatération, et ainsi de suite. Et donc je crois que c'est cette mentalité, cette dépendance pour dire véritablement que ceux qui dans le temps ont pu poser pour dire vivre d'abord et philosopher ensuite ont parfaitement raison, parce que vous ne pouvez pas être dans une précarité alimentaire sans pouvoir être dans la disposition de brader votre conscience. Je vous prends un exemple précis et de l'expérience de quelques 8 bureaux de vote auxquels je n'étais pas observateur, mais sociologue politique, il fallait quand même que j'ai vu, et là c'est un témoignage poignant de quelqu'un qui sort en échange, puisque j'étais dans le véhicule, je n'avais pas un papier qui m'autorisait à aller faire des tours et autres, mais quand quelqu'un vous rend ce témoignage pour dire, bon, il venait juste se rendre compte de quel parti voter. Il était d'abord indécis. Mais quand on lui a donné 5 000 francs et qu'il était dans la difficulté depuis 2 semaines de ne pas pouvoir avoir 2 300 francs pour payer l'artequin pour un de ses enfants qui était en 6e, il était parti pour prendre ces 5 000 et voter pour le parti. Donc vous voyez bien que quand nous sommes pauvres, il est difficile d'avoir véritablement une opinion politique. Et quand on vous tient donc dans cet opportunisme, dans ce carriérisme, vous ne pouvez pas librement faire œuvre de démocratie. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu le problème de base alimentaire ou bien de survie, on sera toujours tenté d'espérer un poste pour avoir un peu de carburant à la fin du mois. Ou bien, dès qu'on a cette position, on peut au moins se faire un peu de l'eau pour penser mettre son enfant à l'ENAM, soit mettre l'enfant à l'EMIA, ainsi de suite et autres. Voilà la caricature ou bien l'architecture. Donc le problème est d'ordre culturel. C'est un problème de culture politique. En Afrique de l'Ouest, je crois qu'il y a l'instinct plus fort du sens de l'intérêt général. Ça, c'est connu et c'est caractéristique de ces zones-là. Parce qu'on ne peut pas dire autant de l'Algérie, du Maroc, ainsi de suite et autres, mais qui sont plus riches, que les enjeux sont plus grands. C'est d'ailleurs l'Afrique blanche. Donc le problème du Camerounais, c'est la vision ventriloque, la vision nombriliste, le jeu de l'œsophage et la satisfaction des besoins d'estomac, ainsi de suite. Donc, il y a cette culture que nous devrons véritablement changer. Et le professeur l'a dit. Je crois que le problème de représentation devrait être, l'engouement pour les élections devait être évident, parce que c'est à partir des élections que nous choisissons ceux qui doivent nous gouverner. Mais quand on a l'impression ou la contestation à la base de la crédibilité des hommes qui portent l'organe en charge de ces élections-là, où nous doutons de la crédibilité, on estime que c'est des gens qui ont
passer le temps à soutenir le parti et que subitement se retrouve comme celui qui doit le garder ou bien qui doit rendre compte à celui qui l'a nommé. Donc je crois que la séparation, voilà, la séparation non rigide des pouvoirs et le peu de distanciation, de ces personnes qui sont en charge fait que finalement le jeu disqualifie l'élection, ça devient finalement une parodie, une parodie électorale. Et du coup, naît donc la désaffection, le dévoiement, la banalisation, la vassalisation du processus. Je voudrais dire quelque chose sur sa réaction. Oui, hein? et puis je donne la parole à Philippe Nanga. Oui, je pense que la culture politique n'est pas inhérente en l'homme. La culture politique est une construction. C'est pourquoi on parle de culture. D'éducation politique, d'éducation civique. Je prends le cas de l'Afrique du Sud et le cas d'Israël. Lorsqu'on veut vraiment le débat démocratique, lorsqu'on veut la compétitivité démocratique, on l'instaure, on cultive les gens. Les Sud-Africains noirs avaient fait presque 70 ans sans voter. Il est vrai que ce n'est pas parfait, mais le consensus entre les élites politiques et la vision de l'État qu'ils avaient a fait qu'ils ont construit dans l'esprit des Sud-Africains le one man, one vote. Donc, il ne faut pas toujours dire que les gens sont affamés, c'est pourquoi ils disent non. Il y a des pays plus pauvres que nous. J'étais au Burkina. Des pays pauvres où on écarte les... Oui, où les gens ont appris à voter. Je ne dis pas que c'est parfait, mais les gens savent. Mais il faut aussi avouer que... là prévaut le sens de l'intérêt général. C'est à ce niveau. Ce n'est pas à ce niveau. Comment vous pouvez justifier qu'un citoyen... Nous connaissons la grille salariale. Comment quelqu'un qui a 10-15 milliards dans un compte, un fonctionnaire, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne verrez pas ça finalement dans ces pays-là. Il ne faut pas mettre la désorganisation de l'État. La désorganisation de l'État. Le problème de fond, c'est que nous avons besoin des institutions fortes. Par exemple, vous pouvez avoir raison, mais quand vous ne pouvez pas faire confiance à votre justice, ou bien vous pouvez avoir véritablement raison, ou bien gagner des élections, mais que vous êtes débouté par un tribunal. Donc, c'est en fait de ce de quoi je parle, de culture politique. Mais si le magistrat en charge de rendre la décision sur les élections, mais qu'il puisse avoir le courage en son âme et conscience de dire qu'à ce niveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pourquoi je parle de culture d'une manière générale. Mais ces pays, mais j'ai dit d'une manière, j'ai pris un cas précis. Oui. À la place, j'aurais souhaité qu'à la place de celui-là, que vous me dites que non, je vais préférer dans tous les cas voter un parti auquel j'ai peut-être cru et qui n'a rien donné et laisser l'enfant mourir. C'est plutôt à cette question. Pour vous dire, on est bon en démocratie quand on a un minimum, ça vous rend libre. Donc je crois que le problème de fond, c'est ça. Or, en nous gardant dans le seuil de l'indigence et de la pauvreté, on est embrigadé, on est caporalisé dans l'expression de Philippe Nanga, il y a à la question de l'éducation, à la citoyenneté, on peut le dire ainsi, de l'éducation politique, mais il y a peut-être aussi d'autres indicateurs. Vous avez développé il y a quelque temps, dans une émission en radio, que les sondages que vous avez menés, parce que vous avez indiqué tout à l'heure que le taux de participation très faible que vous avez observé au Cameroun, vous l'avez prédit. C'est-à-dire que vous avez travaillé longtemps à l'avance là-dessus, en faisant des sondages qui vous ont amené à comprendre que beaucoup de Camerounais n'iraient pas voter. Est-ce que dans ces sondages-là, les éléments qui sont développés par le professeur Gadjifna apparaissaient? Ou bien pour vous, ce sont des phénomènes marginaux? Non. Je crois que nous sommes tous d'accord que c'est une question de culture. Au final, c'est une question de culture. Et dans tous les cas, quand les gens sont suffisamment ont suffisamment construit l'idée du vivre ensemble, ont compris l'intérêt du vivre ensemble, l'intérêt de s'organiser ensemble, et bien forcément ils participent ensemble pour construire l'espace dans lequel ils se trouvent. Je crois que ce que nous sommes en train d'observer, c'est une question de système. Depuis l'époque coloniale, où il y a un système qui a été mis en place et qui nous poursuit, j'ai envie de dire ça, jusqu'à maintenant, en réalité. Mais la culture, elle est là. Il a évoqué quelque chose, qui a eu un parti politique, l'UPC, qui a fait un travail de fond, de formation politique,
Et les Camerounais étaient assez formés politiquement. Moi, j'ai l'habitude de dire, nous sommes d'ailleurs une population bien formée sur le plan politique. Parce que moi, mes parents, tout le monde connaissait qu'est-ce que c'est que la politique. Parce que l'UPC avait fait un gros travail, presque dans tous les villages du Cameroun, on savait qu'est-ce que c'est que la politique, qu'est-ce que c'est que l'élection, pourquoi il faut aller à l'élection, pourquoi il faut se battre pour que le pays soit dirigé par nous-mêmes. Donc ça, c'était connu par beaucoup de gens. Maintenant, je prendrai un exemple pour démontrer que quand les gens ont bien partagé l'idée, n'est-ce pas, de s'approprier leur espace, eh bien, ils s'investissent. 92, c'était bel et bien les Camerounais en 92. Voilà. Ce n'était pas des Chinois ou des Français ou des Américains. C'était, moi j'étais sur le terrain, je ne faisais pas encore l'observation électorale, mais j'étais sur le terrain, je peux vous voir. Ce que j'ai vu en 92, mais attendez, c'était des gens déterminés. J'ai vu des gens avec des lampes, leur propre lampe partie de la maison pour aller disant, non là, il faut appeler, avec les d'autres avec des bidons qui marchaient. J'ai vu des gens avec les tableaux, là, et ils écrivaient les noms, parce que les listes n'étaient pas disponibles, le fichier électoral n'était pas disponible, et les gens allaient prendre le seul fichier qui était disponible, ils reprenaient les noms sur le tableau noir, avec comment on appelle ça, la craie, pour que les électeurs retrouvent leur nom. Donc il y avait une mobilisation forte, parce qu'il y avait la détermination. Et cette détermination était structurée. Donc il y a plusieurs partis qui s'étaient organisés, qui ont fait un travail sur le terrain, de sensibilisation, d'éducation, de mobilisation. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit, en fait, pour qu'on arrive un jour, qu'on arrive à remobiliser des gens, à constituer une force, une masse critique importante électorale. Le travail que vous avez fait... Vous allez revenir sur le travail du terrain. Je voudrais peut-être recueillir l'avis du professeur Junja là-dessus avant de revenir sur le sondage que vous avez mené. Oui, non, je voulais dire que heureusement qu'il a pris l'exemple de 92, c'était là j'ai voté. En fait, le gros problème, c'est un problème politique. C'est pas un problème de culture. Exactement. C'est la structure politique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pendant 30 ans, les Camerounais ont essayé. À un moment, ils sont connus sur un mur. Ils n'en veulent plus. Hein? C'est ça, c'est d'abord l'organisation politique. On parle du Bénin, je connais le Bénin, j'ai travaillé au Bénin. Ils sont plus pauvres que nous. Mais ils ont quand même, avec la contrainte de la conférence nationale souveraine et tout ça, créé des structures qui permettent, par exemple, un juge, je vous donne l'exemple, l'ancien président voulait faire condamner Tanon, l'actuel président. Le président du tribunal qui devait condamner a fui. Il dit, je ne le fais pas, il a fui. Et quand Tanon a gagné les élections, il est revenu, on l'a installé. Hein? Bon, pour dire quoi? Ça dit que. Et c'est pas qu'ils ont. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a organisé des structures politiques qui permettent de pouvoir au moins savoir que ça compte. C'est-à-dire que malgré les contingences, tout ça, parce que là-bas, il y a les achats de. Oui, attends, j'en arrive. arrive. Même il y a les achats de voix partout. C'est-à-dire que quelqu'un peut. Il dit, tu me votes, je te donne 5 000. Il prend son argent. Mais si on a gagné un test qu'il entre dans, il ne sort plus avec le bulletin. Comment tu vas savoir qu'il t'a voté pour toi? Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, ça dit, tu parles, mais normalement, la loi dit qu'on ne sort pas avec les bulletins. Donc, comment tu vas savoir que l'autre a voté? Il a filmé. On ne va pas avec le téléphone. Oui, donc, si on organise de sorte que les gens puissent dépasser, hein, on n'arrivait pas. Prenons même le vol. Pourquoi les gens volent? Parce qu'ils sont impunis. Je suis fils de fonctionnaires. Autant d'ailleurs dans la dictature ici, là, les gens avaient même peur de son nombre. Aujourd'hui, les gens volent comme ils en ont du 4 milliards et ça ne dit à personne. Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'impunité. Donc, il s'agit d'abord d'une affaire politique, de l'organisation de l'État, de la capacité de l'État de contraindre l'autre à respecter la loi. Bon, mais je voudrais, avec votre permission, rester sur l'exemple de 94. Peut-être que nous disons la même chose de 92. Mais quelles ont été les suites? Je crois qu'il y a eu des slogans de victoire. De victoire volée. Maintenant, je vous retourne la question. En prenant, vous avez dit qu'il y a un président qui aurait dû être condamné. Le président, en fait, le juge en charge de l'instruction de l'affaire a fui. Ou pour revenir au Cameroun, quand on parle de victoire volée, je termine peut-être pour que vous adressez pourquoi le magistrat ou bien l'administration territoriale, les différentes instances de l'administration territoriale, les maillons, qui étaient en charge, qui peut-être connaissaient les vrais procès-verbaux, pourquoi ils n'ont pas dit la vérité? Qu'est-ce qu'ils protégeaient? Je pense que c'est d'abord leur poste, qui est quand même le levier et le levain de la nourriture. J'en arrive. Ce que j'en arrive. En fait,
pour vous dire... C'est pas seulement la nourriture. Je suis d'accord avec toi. Nous, on est d'accord sur le fait que les gens protègent à manger. N'est-ce pas? Que les gens protègent le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé en 92? D'abord, pourquoi on est arrivé? Parce qu'en 92, vous devez comprendre, on sortait des villes mortes. Des semaines de villes mortes. On sortait d'une semaine d'une année de pression, de mobilisation, de formation, de telle sorte que le pouvoir même avait commencé à céder un peu, se disant que cette affaire-là, ça peut brûler. Il faut comprendre que sans tous les villes mortes depuis le 92, depuis les machines de Bamenda, on a écrasé les gens en Bamenda, on a dit le lancement de SDF et toute cette histoire. Donc, il y a eu une forme de mobilisation, de contrainte sur le pouvoir politique. Et donc, ils ont accepté, ils ont cédé sur des places. Mais on arrive au sommet qui est la Cour suprême. La Cour suprême, c'est là où on se dit les choses. Ils ont dit non. Ils ont dit on a vu ceci, on a vu ceci. Mais la loi nous dit qu'on programme selon les procès-verbaux. Alors, quand les gens ont fait ça, ont poussé pendant 2 ans, 3 ans, à la fin, ils ont ce résultat. Ils se disent, ça va qu'à faire. C'est tout. Je crois que quand vous avez une culture démocratique et que vous avez vraiment un intérêt poussé de patriotisme, vous devez laisser le jeu libre. J'ai dit que tout ce qui fausse une donnée protège quelque chose. Et que cette chose a une incidence directe avec la survie. Ça, c'est évident. Donc, la vérité, c'est que quand les institutions ne sont pas fortes, quand un magistrat ne peut pas être convaincu de la séparation, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est d'abord les institutions, la capacité, c'est donc la culture qui protège le vote et qui garantissent donc on dit la même chose, on ne pas le même mot. Pour moi, c'est l'élite. C'est une forme d'élite politique, de structure politique, qui garantit leur vivre ensemble. Ce n'est pas la culture générale. Mais pour ça, c'est l'élite politique qui construit ce système. Oui, c'est un problème d'une élite politique qui, et je fais une élite sélectionnée depuis des années, qui se transmet de fils de Badami et machin jusqu'aujourd'hui. C'est une élite politique qu'on a construite. Nous parlons davantage de culture pour dire que si ce n'est pas un problème de culture, nous sommes convaincus que c'est la voix de l'électeur dans l'urne qui désigne les dirigeants. Autrement, on ne se serait pas attendu à des abstentions pour dire si nous avons la garantie que notre voix va compter, nous allons voter, nous allons désigner les maires que nous voulons, nous allons désigner les députés que nous voulons, le président que nous voulons. Mais le problème est d'ordre culturel parce que ceux qui ont construit le chemin, nous n'avons pas la certitude qu'en jetant ma voix, elle va compter. Elle peut ne même pas compter. À quoi bon perdre? Attends, donc en fait, c'est la culture politique de l'élite. Pas une culture générale. Oui, c'était pas une culture. Puisque c'est la Comment cette culture de la triche est née? Comment cette culture du vol de voix est née? Elle est née tout simplement parce que l'élite politique a bâti l'État sur une forme d'échafaudage. Dans cet échafaudage, tout le monde participe. C'est l'un des rares pays du monde où tout le monde fait partie d'un même parti. Le magistrat, le préfet, les enseignants, tout le monde fait partie, même les religieux font partie de cet échafaudage. Oui, c'est une culture politique qu'on a imposée, que l'élite a imposée aux Camerounais. Et je veux vous dire, cette culture politique de l'élite rappelle un parti au Mexique. Ce parti, c'est le parti révolutionnaire institutionnel. Et je crois que François Revel, ancien directeur, rédacteur en chef du journal Le Point et ancien académicien, a comparé les États africains à ce Mexique du parti révolutionnaire institutionnel, où l'État est un échafaudage. Voyez-vous, on fait participer tout le monde. Et pour le cas du Cameroun, ça montre que à tous les niveaux, chacun triche et chacun vole. Je vais vous donner un exemple très banal. Le chauffeur de taxi vous met un petit coussin au milieu. Le gars qui vous vend de la viande, il ne vous vend pas 1 kilo, il vous vend 800 grammes. Le proviseur, à la fin de l'année, au début de l'année, son école devient comme la plantation de café cacao. Il va tirer les bénéfices, évidemment. Parce qu'il va payer pour être nommé là-bas aussi. Parce qu'il va payer pour être nommé là-bas. C'est pas fini. La femme qui vous vend l'arachide, elle tape la pointe en bas. Vous comprenez, hein? Tout le monde triche. Donc finalement, comme tout le monde triche, personne ne pense réellement
à faire changer le système. On va construire un système de tricherie. Ça a un impact sur les élections. Ça a un impact sur les élections. Pourquoi et donc ce problème de survie revient toujours. On tape la boîte pour avoir un gain. On met pour maximiser le gain. Donc il y a toujours... Celui qui vend les fruits met les murs en haut, les fruits en bas. Alors on va parler à Philippe Nanga qui a justement mené une enquête longtemps avant l'élection, avant cette élection-là, et les résultats de l'enquête, Philippe, ont indiqué que les Camerounais n'iraient pas voter le 9 février. Oui, disons que nous avons mené cette enquête pour comprendre d'abord pourquoi est-ce que les gens n'avaient pas suffisamment participé à la dernière élection présidentielle, et aussi pour chercher à savoir s'ils étaient disposés à participer aux prochaines élections. Et donc, le résultat, effectivement, nous a donné que les gens n'étaient pas portés vers la participation électorale. Et les raisons évoquées, c'était quoi? C'était pas de temps, crise sociale. Ils avaient évoqué la question de la crise sociale, l'absence de candidats alternatifs, le vainqueur est connu d'avance, le système n'a pas changé. Comment on appelle ça, l'absence de transparence électorale. C'est ça qui dominait. Après, il y avait justement la question de la survie, des gens qui disaient pas de travail, c'est pas intéressant, c'est pas important. Et la question, pourquoi c'était pas important, c'est non, il n'y a pas de travail. Donc il y avait cette réponse, pourquoi vous ne participez pas, je n'ai pas de travail. Donc l'intérêt premier qui revenait pour ces personnes-là, c'était la recherche du travail. Donc ça, c'était la deuxième catégorie de personnes. Pour dire que dans un premier temps, il y avait, n'est-ce pas, ces réponses qui se rapportaient à la crise sociale. On a quand même remarqué que c'était quand même 80% des personnes disaient la crise sociale ne m'encourage pas, il faut qu'elle soit d'abord résolue. Il faut que le système change. Alors, quand on parle de crise sociale, ils font allusion à quoi précisément? C'était la crise anglophone. Ok. C'est la crise anglophone. Ils estiment qu'aller à une élection, alors que dans le nord, le sud-ouest, il y a des gens qui tous les jours sont tués et tout ça. Et le deuxième argument, c'était justement le découragement concernant le système électoral. Ça ne change pas. On vote, ça ne change pas. Et nous avons fait cette enquête après comment je vais dire, le contentieux électoral. Le contentieux. On a vu que beaucoup de gens... Post-électoral pour l'élection présidentielle. Se souvenaient qu'il y avait encore le hold-up et tout ça. Beaucoup de gens se souvenaient qu'il y a un candidat qui dit qu'il a gagné, mais il a perdu. Et nous, on a vu tout ça. Donc, tout le monde était convaincu que les résultats n'étaient pas bons. Les résultats finaux, n'est-ce pas, n'étaient pas bons. Donc, du coup, la réponse était, ça ne change pas. Ça ne sert à rien d'aller... on vote ça, mais ça ne change pas. Donc, il y avait ces deux grands problèmes qui étaient mis en évidence. Et le troisième problème, c'était donc la survie, donc la recherche de moyens de survie. Les gens trouvaient que c'était d'abord ça qui était la préoccupation première. Donc, il fallait d'abord chercher Et donc, on avait alerté qu'attention, moi, j'étais personnellement allé voir le responsable régional, puis attention, tel que nous percevons les choses, les gens ne sont pas motivés. Les gens ne sont pas motivés et ça s'est vérifié dans l'engouement dans le processus d'inscription sur les fichiers électoraux. On a vu qu'il y avait très peu de personnes. Là aussi, on a envoyé des gens sur le terrain pour voir le niveau d'engouement. On a vu qu'il y avait des jours où un poste d'inscription passait toute la journée, il y avait 15 personnes seulement qui étaient venues s'inscrire. Et ça nous renseignait qu'il y avait un problème, malgré quelques organisations politiques qui étaient dehors, qui faisaient de la sensibilisation, mais les gens n'allaient pas s'inscrire. Parce que justement, Philippe, lorsqu'on a regardé, lorsqu'on a observé l'enthousiasme des Camerounais qui étaient très intéressés par le contentieux post-électoral, on a vu des gens massés devant les écrans pour regarder le show qui se faisait au Conseil constitutionnel. Ça a donné l'impression effectivement que les Camerounais avaient renoué avec les questions politiques. Mais oui. Et normalement, cela devrait se traduire par les inscriptions sur les électorales dès janvier 2019, à l'ouverture justement des inscriptions. C'est le même phénomène qu'on a vécu en 92. C'est-à-dire en 92, il y a un engouement important. Les gens, rentrent, sont contents, ils se mobilisent. Et après, il y a ce sentiment d'une victoire volée. Et les gens réalisent que après tant d'efforts, on peut quand même
vous volez votre victoire. On peut vous reprendre ce que vous avez mis du temps, de l'énergie à construire. Et après, il y a la rumeur qu'on fait toujours courir sur les hommes politiques. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut... on diffuse un certain nombre d'informations pour décrédibiliser, n'est-ce pas, les acteurs politiques. Ça aussi, ça fait partie du système qui est construit, n'est-ce pas, dans l'espace public, pour que les gens se disent, ah, ils ne sont pas sérieux. Voilà, ils ne sont pas sérieux. C'est un élément de découragement. Donc, en 92, c'est pratiquement ça. Et là, on a revu presque la même chose en 2018, où des gens étaient pendant la campagne. Et nous, on a fait une petite enquête de manière empirique pour interroger les gens. On a vu qu'il y avait beaucoup de gens pendant les campagnes, mais qui n'étaient pas inscrits et qui disaient non, cette fois-ci, non, je vais m'inscrire parce qu'il y avait une nouvelle classe politique qui s'affichait avec un nouveau discours, avec des propositions concrètes, ce que les gens ne voyaient pas avant. Mais sauf que la mauvaise gestion, ça c'est notre analyse là, la mauvaise gestion du contentieux électoral a découragé à nouveau toutes ces personnes qui pensaient que il faut aller s'inscrire, il faut aller voter parce qu'il y a une nouvelle classe politique, il faut se mobiliser pour que les choses par ces personnes-là puissent changer. Et donc, et là, on a vu que juste après, en 2019, il n'y avait plus du tout d'engouement. Oui, parce qu'en principe, en janvier, à l'ouverture des inscriptions, on devait voir beaucoup de... Je vous garantis qu'il n'y avait pas du tout d'engouement. Et les quand même multiplié des stratégies. Hein. Ils ont mis des programmes, vote en entreprise, aller avec des kits dans les carrefours. Ça n'a rien donné, ça n'a pas donné grand-chose. Parce que les gens étaient complètement découragés après ce qui s'est passé. Parce que là, il y a eu un sentiment, comme il disait tout à l'heure, il y a eu un sentiment qu'il ne faut plus parler politique. Avec les arrestations qui se sont suivies après le conflit post-électoral, les arrestations des personnes, tout le monde a commencé, les gens ont commencé à craindre même de parler politique. Vous voyez? Parce que vous sortez pour marcher, on vous arrête. On vous met en prison. Donc ça, on vous met en prison. Donc la politique est devenue... D'ailleurs, un électeur ici qui a indiqué qu'il est sorti pour manger du beignets haricots. Et justement, donc du coup, les gens ont commencé à craindre même de parler politique parce que c'était devenu dangereux de parler politique parce que vous risquez d'aller en prison. Donc je pense que ça a beaucoup joué sur la participation. Et là, on voit que vraiment on est descendu. On est descendu le plus bas possible. On n'a pas connu ça. Et moi, je crois que c'est cet ensemble de situations vécues, construit aussi. Parce que nous, on avait compris qu'en réalité, dans l'espace sociopolitique, on avait construit un système tel que les gens soient découragés. Et le sentiment réel qu'on ne peut rien gagner à travers l'élection. Et nous avons conçu des plaquettes pour sensibiliser les gens, pour dire, eh bien, attention, on vous fait croire qu'on ne peut pas gagner par l'élection, on vous décourage. Et nous avons démontré qu'en réalité, le système en place ne veut pas que les gens aillent s'inscrire, ne veut pas que les gens aillent voter. Quand vous regardez comment les choses sont structurées, l'organe de gestion électorale est fait la façon dont on nomme les gens. C'est-à-dire, on vous montre que, bon, il est du RDPC, vous voyez, ils sont tous du RDPC, dans tous les cas, c'est toujours nous. Donc, ça ne change pas. Et on ne leur donne pas les moyens. Quand bien même ils veulent travailler, ils n'ont pas les moyens. Je vous dis, nous avons démontré que l'ECAM ne peut pas faire le travail. En 2017, 2018, l'ECAM n'avait pas d'équipe pour inscrire les gens. On a pourtant vu que pendant la session parlementaire où on examinait la loi de finances, un budget conséquent. Oui, mais je vous dis, en 2017-2018, l'ECAM manquait des kits. Les kits qu'ils avaient été vétustes, ça ne fonctionnait plus. Ils avaient commandé, ça faisait 3 ans, ça ne venait pas. Donc, ils n'avaient pas d'équipe pour inscrire. Même s'ils avaient envie, ils ne pouvaient pas. Donc, il manque de moyens. Et ça, c'était fait exprès pour qu'eux n'aient plus, même s'ils avaient envie, ils ne pouvaient pas. Donc, je pense qu'il y a un construit, il y a un système qui vient de loin, qui est maintenu pour que, n'est-ce pas, le système soit comme il est là, les gens soient découragés et que même quand ils ont envie, il y a quelque chose, il y a un obstacle qui va être opposé à leur engouement. Et ils vont à nouveau se décourager. On est un peu dans ce cycle-là. Les gens prennent envie, après se découragent, ainsi de suite. Et c'est pour ça que les exemples que nous avons pris, les pays comme le Burkina Faso, oui. Mais c'est un pays qui est, du point de vue politique, à culturaliser. Ils ont une culture politique assez forte. Parce que l'élite aussi a travaillé pour que les gens comprennent l'intérêt, n'est-ce pas, de participer à la vie politique.
Même le Bénin. Exactement. Même le Bénin. L'élite politique a travaillé dans ce sens-là. Donc c'est le Sénégal. L'élite politique a travaillé dans ce sens-là. Il n'y a pas une grande distance entre l'élite politique et les citoyens. Et ça fait qu'il y a un discours qui passe. Il y a un travail qui s'est fait par ces élites-là. Chez nous, on a inventé justement cette affaire d'élite pour caporaliser les citoyens. Ce sont les élites, en fait, ils sont quelques personnes. Moi, j'allais dire, contrairement à ce que le professeur disait, en fait, je ne pense même pas qu'ils sont dans la survivance, parce que les gens qui maintiennent ce système ne sont plus dans la survivance. Ils sont dans le pouvoirisme. En fait, c'est le pouvoir qu'ils recherchent. Oui, mais en face, il y a des gens qui sont des nécessiteurs. Mais justement, donc, ils utilisent justement la misère des gens, mais ce n'est pas eux qui sont dans la misère finalement. Absolument. Hein, c'est pas eux qui sont dans la misère. Alors, pour ça, il y a, si on se résume, il y a 3 ou 4 éléments importants qui ont été évoqués pour justifier ce faible taux de participation au regard des éléments qui ont été dégagés par Philippe tout à l'heure et qui sont confortés par les analyses qu'on a sur ce plateau. Il n'a pas de crise sociale, notamment la crise en nord-ouest et dans le sud-ouest, qui ont découragé pas mal de personnes. Il n'a pas du système électoral. Il a insisté là-dessus pour montrer que, par exemple, avec le contentieux post-électoral, en tout cas, les institutions qui ne garantissent pas des élections libres et transparentes qui permettent aux citoyens de sentir que leurs votes ont été pris en compte. Mais il a surtout, et il a également évoqué la question de la survie. On peut donc considérer que ce sont peut-être les principaux éléments sur lesquels il faut travailler pour que demain, on mobilise mieux l'électorat dans notre pays. Alors, je crois que de votre perspicacité de journaliste, vous avez dû déjà voir les couleurs données par les institutions internationales qui aujourd'hui sont les premières à reconnaître qu'il y a quelque chose à réviser dans le code électoral, puisque c'est quand même le guide du jeu. Et je voudrais quand même revenir sur un argument assez fondamental que je suis en train de piloter dans le cadre d'un ouvrage, un quart de siècle de renaissance multipartiste au Cameroun, état de lieu et perspective, pour dire qu'en principe, le désintérêt d'inscription sur les listes électorales après le contentieux, l'effet c'était que l'État, en le faisant, sachant que les audiences sont publiques, il voulait avoir une présomption a priori de bonne foi pour dire nous sommes transparents. Or, ça a eu a posteriori un effet boomerang. Un effet manifestement flou, parce que à la fin, quand vous regardez quand même les spécimens, quand un président de parti politique arrive à vous donner un PV signé des autres scrutateurs du bureau pour vous dire nous avons 400 électeurs inscrits, voici les pourcentages, et qu'en face, la commission électorale valide un PV sur lequel il n'y a que la signature d'un parti où le pourcentage est à 90%. Manifestement, je crois que c'est vrai qu'on a parlé de culture, mais je n'ai pas parlé de culture intellectuelle. Les gens ne sont pas dupes. Et c'est des effets, or ils se sont dit, bon, nous sommes transparents, nous le faisons. Donc c'est effectivement à ce niveau où beaucoup ont compris. Et je le dis d'avoir approché certains qui avaient des contentieux, puisque c'est dans le cadre d'un ouvrage. Alors quand quelqu'un vous dit, mais vous-même vous avez vu, vous pouvez avoir raison, même les additions. Oui, même les erreurs de calcul, on n'arrive pas à les valider. Oui, les additions. On va cogner sur la table pour dire, rejeter. Bon, vous êtes débouté à tous les coups. Donc ça ne donne donc pas finalement de garantie pour dire, vous pouvez même gagner sur le terrain, mais le juge peut rendre une autre décision. Donc du coup, on revient fondamentalement à cette question-là. Et je reste ferme sur cette position pour dire, si le juge ne peut pas se départir, il protège une mangeoire quelque part. Parce que s'il était assez, il aurait dû librement. Et dans l'effet d'embrigadement maintenant, quand Philippe dit que bon, ceux qui tiennent ont une certaine opulence, effectivement, on doit vous tenir dans la précarité. Je peux, si vous êtes sincère et en mon Dieu vision, le dire. Est-ce que vous pouvez être dans une situation où vos enfants, votre épouse est malade pour un besoin peut-être de 10 000 francs et que c'est un partisan, un militant d'un parti X qui vient vous le donner pour soigner votre famille et que le pacte à signer, c'est que vous votez le parti.
Dites-moi, avec des gens qui ont des convictions. Non, ils sont combien? Non, c'est maintenant question de prorata. Ils sont combien? Ils sont combien qui vont céder? Et là, il faut discriminer entre la témérité et le faux courage. Parce que rien ne vaut la vie de votre famille par rapport à un seul jeune. Soyons objectifs. Donc, si nous résolvons le problème de pauvreté, je peux vous prendre un exemple. Qu'est-ce qui peut amener moi, enseignant d'université, maître de conférence, si j'ai une position confortable qui me permet d'assurer la survie de mes enfants, les soins médicaux, ainsi de suite et autres, je crois que je n'aurai pas le même avis. Or, quel pourrait être mon avis quand je sais que, bon, le ministre de tutelle peut me donner quelque chose pour avoir un carburant à la fin du mois et autres, ou alors qui peut me permettre d'avoir des avantages qui me permettent d'inscrire mes enfants. Mais je crois qu'il y a une certaine lucidité sur ce système. Donc, mieux nous sommes opulents, mieux nous sommes à l'aise, mieux nous sommes libres d'exprimer notre point de vue. Bon, moi, je voulais rebondir. D'abord, moi, je pense sincèrement que, comme j'ai dit, que c'est une affaire politique de structure d'État. Dans beaucoup de pays, on garantit aux fonctionnaires une forme de protection juridique. Si nous ne faisons pas ça, on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que vous avez le fonctionnaire a des droits, même les nominations ne sont pas discrétionnaires comme on fait ici. Tout est discrétionnaire, même nos chefs de service. Donc on peut arriver dans une structure, parce que pour ça, l'élection n'est que le bout dans l'organisation politique qui permet des gens d'être libres, de trouver des garanties pour les fonctionnaires. Mais j'ai travaillé chez les paysans pendant longtemps. Et j'ai vu des choses terribles. Les paysans, le parti vient partager la nourriture. Les parents disent mangez, ce sont vos impôts. Mais le jour là, sachez ce que vous allez faire. Et les parents ont fait. Les gens viennent manger, ils mangent, mais ils ne vous votent pas. Hein? C'est-à-dire qu'ils partagent l'argent, ils ramassent. J'ai vu à l'ouest, au nord-ouest, j'ai vu de l'argent donné en espèces. Les gens prennent et disent on va prendre, mais c'est notre impôt, c'est nos impôts. Ils mangent, ils ne vous votent pas. Non, soyez plus concret, professeur. Donnez un exemple de parti. Je vous dis que dans mon ce sont des clichés. Autrement, non, alternance que nous appelons. Non, j'ai pas de clichés. Je vous dis que dans mon village, j'ai vu, c'est quoi j'ai entendu, dans mon village, à Bawang, j'ai vu. Je peux le dire, j'ai même le quartier. J'ai vu. Qui est le maire de votre village? Attends, je pense qu'on finit. À Bafoussam, j'ai vu. À Bamenda, j'ai vu. À Biamé, j'ai vu. J'ai travaillé 10 ans. Je crois qu'ils n'ont même pas envie d'aller à Bamenda. Moi, j'ai vu des gens qui ont reçu de l'argent, qui ont reçu des pagnes, qui ont reçu des t-shirts, des chapeaux, tout ça, qui n'ont pas voté pour le candidat qu'on leur indiquait. Vous voyez, pourquoi ils acceptent dans ces postes? C'est pas la culture, la bonne culture démocratique. Ils disent que ce sont les impôts. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, moi je voulais juste passer de ce pour dire que l'enjeu aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas parce que si vous ne faites pas les élections, si on fait ce qu'on appelle, les anglophones appellent election without a choice, comment on fait aujourd'hui, c'est-à-dire élection sans choix, à la fois la seule alternative qui est l'urgence, c'est la violence, n'est-ce pas, en politique. Donc, pour éviter la violence en politique, pour éviter qu'un jour notre tricherie ne se retourne contre nous, il est urgent qu'on essaie de trouver des voies et moyens, comme il disait, pour construire des élections qui soient tout au moins paisibles, claires et honnêtes. La violence ne profite à personne. Parce que c'est ça l'alternative, ça c'est la barbarie de la violence, comme mode de changement, soit ce sont les élections. Et moi, je pense sincèrement que nous devons être conscients de ça. Parce que même ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, vous vous souvenez qu'en 92, nous on disait un anglophone n'est pas présent à la République. Oui, et on disait ça. Et aujourd'hui, ça retourne contre nous. On disait, la presse disait un anglophone ne peut pas être président de la République. Donc, à mon avis, si nous ne voulons pas un jour que notre propre barbarie se retourne contre nous, il faut arriver à trouver des systèmes apaisés pour gérer les élections. C'est ce que je voulais dire. Alors, Dr Wansi, on est en train de sortir de l'émission. Il y a donc un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme importants, des leviers qui sont considérés comme fondateurs pour qu'on puisse obtenir demain un électorat qui se mobilise davantage pour qu'on ait des élections qui soient acceptables. J'attendais un concept parmi nous qui n'a pas tellement été soulevé, c'est le consensus. Pour qu'il y ait véritablement élection, il faut qu'il y ait un consensus sur la norme qui va régir les élections. La norme organique, la norme et l'organe qui va régir les élections. Mais malheureusement, c'est
c'est ce qui bloque dans les États, particulièrement les États francophones. Je prends un cas. Les Nations Unies, la charte, l'Union africaine a appelé le Cameroun à rechercher un consensus en matière du code électoral. Notre code électoral n'est pas suffisamment... Il a même une force. C'est-à-dire, il est ce qu'on appelait dans notre langage de Nobel, il a un hope eye. Vous comprenez, vous dites, voilà ce que je vous sers. Et comme si vous ne marchez pas avec ce que je vous sers, alors tant pis pour vous. Il n'y a pas de consensus. Et le consensus est important parce qu'il entraîne l'adhésion des populations à des programmes économiques, à des programmes politiques. Comment voulez-vous que quelqu'un sente qu'il est lié par un projet s'il n'a pas voté pour le projet, s'il n'a même pas participé aux élections? Et c'est le problème que nous avons. Donc c'est pour ça que nous devons nous poser la question de savoir si ce n'est pas ça qui bloque le développement dans un pays où il y a toutes les potentialités. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de consensus électoral. S'il n'y a pas de consensus électoral, il n'y a pas de consensus politique. J'ai fait une partie de mes études secondaires dans le sud-ouest, Balingol Grammar School. Et quand j'y étais, je constatais que même au niveau des petites associations, les anglophones avaient déjà une culture électorale. Ils savaient élire les chefs des mouvements associatifs. Et avant ça, quand j'ai fait mes études supérieures, je me suis posé la question de savoir, dans mes recherches, comment était-il organisé avant l'avènement du parti unique. Ils étaient organisés en partis. Il y avait un système électoral suffisamment huilé où ils choisissaient directement leurs représentants. Et ça marchait. Lorsqu'on les a embarqués dans cette affaire de parti unique, c'était en 1966, je peux dire aujourd'hui que c'est les bases du conflit que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que on a cru que le système centralisé allait résoudre tous nos problèmes économiques et tous nos problèmes politiques. Et justement, c'est ce système centralisé qui est aujourd'hui un boulet que nous traînons depuis 1966 et qui cause des gros problèmes à ce pays. Alors, donc, consensus autour du code électoral, cela signifie qu'il va falloir, bien évidemment, que tous les acteurs politiques, en tout cas tous ceux qui appellent à la révision de ce code électoral, se mettent ensemble autour d'une table pour discuter de la manière dont les élections doivent être organisées pour que les uns et les autres se sentent rassurés. Philippe Nanga, je crois que c'est l'une des suggestions que vous faites au terme des multiples élections que vous avez observées. Ça c'est clair parce que les problèmes qu'on identifie dans notre système électoral ont des solutions. Et des solutions qui peuvent être efficaces. La question de l'achat de voix, on peut régler ça. On peut régler ça, il y a des pays qui ont réglé ce genre de problème. Vous ne pouvez pas acheter la voix, vous perdez votre argent. Donc, si les gens savent que ça ne sert à rien de donner l'argent à quelqu'un, il n'y a aucune garantie qu'il va voter pour vous, bien qu'il ne va pas voter. C'est-à-dire que la question, par exemple, des bulletins qu'on ramène pour obtenir de l'argent, on peut régler ça avec des enveloppes. Il y a des solutions qui sont là. Mais attends, même bulletin unique. Donc, il y a beaucoup de solutions. Il y a des solutions. Donc, je crois que le consensus, c'est la clé. Puisque l'élection, c'est quoi? C'est un moment de consensus sur comment est-ce qu'on s'organise pour gérer notre bien collectif. Mais si le comment là ne se fait pas de manière consensuelle, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et on est là-dessus. Je vais vous dire, pour vous dire que tout le monde sait que c'est notre système, notre code électoral qui pose problème. Y compris l'organe de gestion électorale. Regardez tous les rapports de l'ECAM depuis 2011. Ils font des propositions de réforme du code électoral. Le gouvernement le sait, mais il ne bouge pas. Parce que c'est la clé. C'est la clé. Je crois que ça, c'est la clé. Le jour où nous allons nous asseoir et penser ensemble comment les élections doivent s'organiser, comment le processus de dévolution de pouvoir doit s'organiser, eh bien les choses vont forcément s'améliorer parce que les gens auront à nouveau confiance, n'est-ce pas, en ce processus-là et auront la garantie que par ce moyen-là, ils seront capables de désigner effectivement leurs représentants. Oui, mais les gens ont l'habitude de rappeler que pour que ce code électoral soit mis en place, il y a eu des consultations qui ont été organisées en 2011 pour justement la confection de ce code électoral. Oui, mais justement, ce n'est pas des consultations dont on a besoin. Et dans les pays même comme le Bénin, le Bénin,
si vous voyez le nouveau code électoral sur le Bénin, même la Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'il y a eu, ce n'est pas des consultations, c'est pas seulement des consultations. Au-delà des consultations, ce sont des assises. Ce sont des assises tripartites. Bien sûr, ce sont des assises tripartites. Et des accords, justement, parce qu'on voyait la gestion. Les CENI qu'on met partout là, c'est des tripartites. Donc, c'est les différentes forces politiques qui se mettent ensemble pour gérer le processus, de bout en bout. Et si vous regardez la Charte africaine de la démocratie et des élections, elle prescrit justement que l'organe de gestion doit être capable d'être consensuel. Si on ne se met pas d'accord sur qui va gérer le processus électoral, comment et avec quoi, avec règles, eh bien ça ne peut pas fonctionner. On est là, il a dit quelque chose, c'est comme donc c'est la dictature. On est dans la dictature électorale dans notre système. C'est-à-dire, on vous impose quelque chose, on sait que c'est pas bon, mais on sait pourquoi on a fait ça comme ça. Je pense que c'est la clé, tout le monde le sait très bien. Et on a justement ces deux possibilités. Soit on met en place un cadre consensuel de dévolution de pouvoir, on le fait sur un cadre consensuel de dévolution de pouvoir. Soit, si on continue à jouer comme on joue là, on a vu ailleurs, hein, les gens vont se sentir dans l'obligeance de changer les choses autrement. Et c'est ce que nous alertons depuis, qu'il faut faire attention. Les Camerounais donnent souvent l'impression d'être, j'allais dire, amorphes. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ils observent. À un moment donné, ça déclenche. Parce que tôt ou tard, les gens vont finir par comprendre qu'il y a une sorte de confiscation de pouvoir. Il n'y a pas une sorte, il y a confiscation de pouvoir. Et qu'il faut bien faire quelque chose pour que ce pouvoir, confisqué par une minorité, revienne à l'ensemble de la population camerounaise. Professeur Chargazivna, vous avez commencé à développer tout à l'heure, au-delà du code électoral, il y a même la question du système électoral de façon globale. Et ce système électoral prend en compte les institutions, notamment l'organe en charge de l'organisation des élections, ou encore le juge électoral. Je crois que c'est vers là que je voulais tendre. Le consensus, et puis il faudrait quand même être dans une dynamique de la définition de la vocation téléologique d'un parti politique. C'est conquérir le pouvoir et au besoin s'y maintenir. Donc, la dimension du consensus, elle est encore peut-être gérable. Mais il faudrait tenir compte des autres institutions qui doivent être fortes. Nous avons un code, peut-être qui est consensuel, mais tant que ceux qui sont en charge de l'organisation des élections ne peuvent pas poser clairement qu'il n'y ait plus de bureaux de vote, peut-être dans les casernes militaires, ou dans les chefferies traditionnelles, et ainsi de suite et autres, ça ne pourra pas marcher. Tant que le juge institutionnel ne sera pas quelqu'un de suffisamment détaché, c'est-à-dire que quand il n'y a pas une séparation rigide des pouvoirs, quand le juge n'a pas les mains libres et qu'il sait qu'il doit rendre compte de toute façon, gorge à celui qui l'a nommé, ça ne pourra pas marcher. Donc, il y a d'abord le premier acte à poser, c'est une volonté politique, donc une décision de faire bouger les choses. Et je reviens donc à cette culture pour dire, comme le président l'a dit, le processus démocratique, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail à la limite herculien. La démocratie est peut-être en marche, mais il faudrait commencer par les bases essentielles. D'abord, des institutions fortes. Une institution, surtout judiciaire, qui garantit vraiment une justice. Ou quand vous savez que vous avez raison, on vous donnera raison, mais pas un procureur qui peut délivrer un mandat d'amener, un mandat de dépôt, quand il veut, impunément, parce que bon, on vous a vu peut-être traverser la route en appelant le nom d'un président d'un parti politique ou bien quoi autre. Je crois qu'il y a cet aspect-là. Donc, tant que la justice ne sera pas une garantie, ça ne pourra pas donner. Tant que le juge électoral ne se sentira pas trop redevable vis-à-vis de celui qui nomme, ça ne pourra pas marcher. Tant que les membres du conseil électoral ne vont pas sortir, comme Philippe l'a dit, peut-être d'un consensus de la société civile, peut-être des forces religieuses, des forces traditionnelles, des forces de l'administration, pour que ce soit équilibré, ça ne pourra pas marcher. Et le problème de fond, tant qu'on est mal à l'aise, tant qu'on ne peut pas avoir de l'eau et du pain, c'est difficile de mener une opinion, donc d'être un bon électeur. On va s'arrêter là pour ce mercredi. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, docteur Joël Raphaël Ouansi. Vous êtes enseignant de droit, vous êtes juriste et internationaliste. Merci infiniment pour les éléments que vous avez apportés sur ce plateau dans l'analyse de cette problématique. Merci également à vous d'être venu, Philippe Nanga. Vous êtes
expert des questions électorales. En tout cas, vous êtes coordonnateur de l'ONG Un Monde Avenir. C'est une organisation non gouvernementale qui travaille sur les questions de citoyenneté, de droits de l'homme et de démocratie, et donc sur les questions d'élection. Et vous avez, au cours du dernier scrutin, déployé des observateurs électoraux dans toutes les régions du Cameroun. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. Merci également au professeur Charles Gadivna d'être venu. Vous êtes sociopolitiste, vous êtes enseignant à l'université de Douala. Merci d'être venu, professeur Emmanuel Tchumchoua. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste d'histoire politique et vous êtes enseignant au département d'histoire à la faculté des sciences, à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala. Merci à vous, madame, monsieur, vous qui avez suivi cette autre livraison de 235 le débat. L'équipe technique était composée ce mercredi de Eric Ouattat, de Dallas Tchana, Carlos Minoué et Georges Mitterrand-Dam. Merci d'avoir suivi cette émission 237 débat. Duval Fangwa au micro. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.